Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le cadre de nos 10 ans de la loi BESA, on interviewe Maître Morello de Droit animalier Québec. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Maître Morello, est-ce que vous voulez me parler un peu du travail que vous faites au DAC? Nous avons fondé le DAC il y a 8 ans. Nous sommes un regroupement des médecins vétérinaires, des avocats. Nous avons présentement plusieurs dossiers qui sont en cours. Nous avons intenté une poursuite contre le MAPAC qui est présentement devant les tribunaux. Nous sommes présentement en train de faire 5 séances de formation citoyenne afin d'éduquer le public sur l'éthique et le droit animalier en collaboration avec le Centre de la justice sociale de l'Université à Concordia. Nous faisons aussi, en particulier moi, je fais de l'enseignement clinique auprès des étudiants en droit dans plusieurs universités et nous formons aussi des stagiaires du barreau du Québec. Nous avons formé 3 avocats en droit animalier. Félicitations, c'est excellent comme travail. Où est-ce qu'on peut aller suivre ce que vous faites? Bien, vraiment sur notre site web, nous venons de refaire pour le rendre plus visuel, plus convivial. Donc, nous avons par exemple une initiative qui s'appelle l'initiative Perroquet épanoui parce qu'il y a des problématiques bien précises pour cette espèce-là. Nous avons aussi un dossier des incendies dans les bâtiments d'élevage où nous avons produit un rapport de 106 pages. Alors, ces documents-là ainsi que nos guides, par exemple, notre guide d'intervention auprès des cerfs de Virginie, tout est disponible en ligne et gratuit. C'est quoi le nom du site internet? C'est dac.québec écrit au long. Nous, c'est bessa.québec. Le droit animalier au Québec est malheureusement peu connu. Qu'est-ce qui, selon vous, explique que c'est pas autant popularisé? Je pense qu'il faut comprendre que pendant 400 ans au Québec, depuis la fondation de Québec, les êtres animaux étaient des simples biens meubles. Alors, on pouvait s'en servir à notre guise jusqu'à sa destruction totale. Fait qu'une chaise, un chien, exactement, c'était pareil. C'était le même traitement juridique. Donc, il y a aussi des facteurs sociologiques. Par exemple, il y a certaines qui disent que le Québec, jusqu'à récemment, était surtout une théocratie où c'était l'Église catholique qui avait une emprise importante sur la société. Et il y a de la doctrine qui était enseignée à beaucoup de Québécois que les êtres animaux sont assujettis à l'autorité de l'homme qui est assujetti au Dieu. Donc, il y a aussi des facteurs comme par exemple, dans les années 50, la commission Hénon qui a parlé de l'industrialisation des fermes, l'exode du peuple québécois dans les centres urbains. Il y a une convergence des facteurs qui fait que, au niveau sociologique, au niveau juridique, l'être animal a été considéré comme un bien. Il y a une rupture en 2015 quand le législateur a changé les statuts juridiques des êtres animaux et c'est vraiment un changement très, très important sur le plan législatif. Comment vous parlez des animaux? Vous dites être animaux. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de dire être animaux plutôt que juste les animaux? Le DAC favorise vraiment l'expression être animal afin de le distinguer de son ancien statut animal où il était un simple bien. L'être animal, les termes viennent du Code civil. On dit que l'animal est un être et qui n'est pas un bien. Ça veut dire qu'il est dans un état, comme nous sommes tous en ce moment. Le Code civil nous dit également que l'être animal a des impératifs biologiques ou des besoins essentiels. Et ce qui est très important, le Code civil nous enseigne que l'être animal est sentient, c'est-à-dire qu'il est capable de ressentir des choses. Le nouveau statut juridique au niveau du Québec nous dit que c'est un être qui a des impératifs biologiques, qui est sentient. Et pour distinguer ce nouveau statut, nous employons le terme être animal. C'est aussi une façon pédagogique d'éduquer le public parce que quand on parle de l'être animal, les gens, ça peut être la première fois qu'ils l'entendent, mais ils peuvent quand même saisir le sens de ça. Il y a d'autres pays, par exemple aux États-Unis, où ils emploient les termes animal non humain. Et puis, ça cause beaucoup de confusion parce que ça présuppose que le public reconnaît que nous sommes des animaux, ce qui n'est pas la croyance pour, je dirais, la majorité de la population. Et quand on dit un animal non humain, ça cause une certaine confusion intellectuelle quand on entend ça parce qu'il n'y a pas de point de repère. Et puis aussi, ça met l'accent sur ce que l'être animal n'est pas.
pas non humains. Donc, nous avons favorisé vraiment le thème être animal qui est facile à saisir pour le public, ça met l'accent sur son nouveau statut juridique et ça valorise ce qu'il est et non pas ce qu'il ne l'est pas. Vous avez mentionné que les animaux sont doués de sensibilité et ont des impératifs biologiques. Nous, dans nos commentaires sur les réseaux sociaux, on nous obstine encore. Non, des animaux ressentent pas la douleur ou même des conversations qu'on a parfois dans la rue. Qu'est-ce qu'on leur dit aux personnes qui contestent que les animaux sont doués de sensibilité, ressentent des émotions, ressentent la douleur? Mais je pense qu'il faut expliquer qu'au niveau des sciences cognitives qui ont développé de façon très importante depuis quelques décennies, il y a un consensus que les vertébrés sont capables de ressentir des choses. Donc, au niveau scientifique, il y a un consensus. Il y a plusieurs juridictions, comme le Québec, qui reconnaît la sentience, la capacité de ressentir des choses, en France, en Suisse, en Belgique et plusieurs d'autres pays. Donc, le législateur a simplement, comme au Québec, reconnu ce que la science reconnaît déjà. Le consensus scientifique est là, quoi. Oui. Justement, on a parlé de la loi sur le bien-être et la sécurité des animaux. Est-ce que vous diriez que cette loi-là protège réellement les intérêts des animaux ou c'est plus une loi qui favorise leur utilisation? Je pense que dans un premier temps, il faut comprendre qu'il y a plus qu'une loi. Il y a une grande panoplie des lois qui ont des dispositions qui traitent les êtres animaux. On ne peut pas parler des êtres animaux visés par la loi BESA qui sont des êtres animaux domestiqués, soit par exemple un chien, un chat, un lapin, un cochon d'Inde, une vache, etc. Il y a un système ou un cadre juridique qui leur applique. La faune est très, très différente au niveau de son traitement juridique et les êtres animaux qui viennent de l'extérieur du Québec aussi ont un régime. Donc, quand on parle des êtres animaux, il faut parler des deux grandes catégories, ceux qui sont domestiqués et ceux qui sont de la faune. C'est les deux grandes corpus qui existent. Si on regarde la question des êtres animaux domestiqués, encore une fois, il faut voir quels sont les types de repas que nous avons. Un chien ou un chat avec lequel nous avons des repas socio-affectifs ont un régime de protection pour lui-même. Alors que si on parle de l'élevage industriel, ce régime de protection n'existe pas. Si on parle de la faune, un des premiers articles dans la loi sur la faune indique qu'on peut faire la mise à mort volontaire par la chasse, le piégeage et la pêche. Donc, c'est une conceptualisation des repas complètement différents. Et pour les autres animaux qui viennent de l'extérieur, ce qu'on appelle exotiques, il y a une certaine confusion juridique qui persiste. Vous avez mentionné que les animaux d'élevage ne sont pas protégés. L'industrie de l'élevage industriel ont une exception dans la loi BESA si les pratiques d'agriculture sont pratiquées selon les règles généralement reconnues. Donc, si les pratiques sont généralement reconnues, toutes les dispositions de protection ne s'appliquent pas parce qu'on s'en remet à ces pratiques agroalimentaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, généralement reconnu? Quand on parle des pratiques généralement reconnues par qui? Par l'industrie agroalimentaire. Mais ce qui est important de se rendre compte, c'est que ces codes de pratiques-là n'ont aucune force exécutoire et puis il n'y a aucun suivi ni sanction étatique si on ne suit pas les codes de pratique qui sont complètement volontaires. Mais vous avez dit, on pense que c'est les codes de pratique canadiens. Même ça, on n'en est pas sûr. On n'est pas certain parce que il n'y a pas assez des poursuites concernant l'élevage industriel. Qui peut confirmer l'interprétation juridique. Il y a beaucoup de personnes, des juristes qui croient que les codes de pratique sont visés par les exceptions dans la loi BESA pour l'élevage industriel, mais il n'y a pas un jugement qui le dit de façon claire, nette et sans équivoque. Les éleveurs sont ceux qui décident de comment sont traités les animaux d'élevage? Exactement. Et ce qui est important, c'est de rendre compte que la protection qui est offerte, par exemple, aux chats et aux chiens au Québec, ils sont protégés de façon individuelle et puis il y a une protection pour eux-mêmes. Les nombres d'êtres animaux qui font l'objet de l'élevage industriel au Québec, c'est estimé autour de 203 millions par année. Alors, si on compte les poussins et autres êtres animaux qui ont des vies très courtes, comme 35 à 55 jours, on parle de 500 000 êtres animaux à chaque jour qui
qui font l'objet de l'élevage industriel au Québec. Donc, les nombres sont vraiment très, très importants et la loi BESA ne prévoit pas de protection pour eux. C'est les éleveurs, l'industrie agroalimentaire qui va décider selon les codes de pratique développés par eux, pour eux, sans aucune force obligatoire, qui décide le sort de ces êtres animaux. On a des éleveurs qui commentent nos vidéos, qui disent que la rédaction des codes de pratique canadiens se fait en partenariat avec les organismes de lutte en bien-être et en sécurité animale. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, il y a une sélection qui va participer à la rédaction de ces codes de pratique, mais c'est un peu comme si on dit, on va avoir un code de la sécurité routière où on va avoir les citoyens qui vont décider quel serait le contenu, quelle serait la vitesse maximale sur une autoroute. Mais tant aussi longtemps que ça ne peut pas être appliqué par l'État et qu'il n'y a pas une amende, on peut sérieusement questionner la valeur d'un code de sécurité routière quand il n'y a aucune amende et puis la personne ne peut pas faire saisir son véhicule. C'est chaque personne qui va décider s'il va se conformer à ce code de la sécurité routière. Quand les éleveurs vont dire qu'il y a une représentativité des organismes qui représentent les êtres animaux, il faut comprendre deux choses. Un, à l'extérieur du Québec, où ces codes de pratique sont surtout développés, l'être animal est considéré comme un bien meuble. Il n'est pas sentient, il n'est pas vu comme un être, et puis il n'y a pas sur le plan juridique reconnaissance de ses impératifs biologiques. Et deux, même s'il y a la présence des regroupements des êtres animaux, c'est majoritairement l'industrie agroalimentaire. Et ce que je soulève, puis ma critique, c'est que sans une sanction, si ça ne peut pas être appliqué par l'État, c'est vraiment chaque personne qui décide de se plier ou non à ces codes de pratique parce qu'il n'y a pas de conséquences juridiques, économiques ou autres pour la personne. Mais on nous dit que les éleveurs reçoivent des sanctions de la part du MAPAC si, mettons, sont non conformes et tout ça. Sur quoi se base alors la MAPAC pour émettre ces sanctions-là? Puis ferait pas alors poids de loi? Il faut voir le nombre de poursuites contre les éleveurs industriels au Québec, c'est minime. La majorité des infractions, c'est au niveau de l'obligation de fournir des soins à des chiens, des chats, des chevaux, des êtres animaux domestiqués. Mais c'est excessivement difficile pour le MAPAC de appliquer les codes de pratique. Un, ils sont pas obligatoires. Deux, ils sont volontaires. Et troisièmement, il n'y a pas d'interprétation en ce moment. Quelle est la valeur de ces codes-là? Alors, pour moi, c'est très, très problématique parce que c'est une industrie d'autorégulation sans l'intervention de l'État. Donc, l'État a fait le choix législatif d'alléguer son pouvoir de contrôle et de surveillance sur les êtres animaux d'élevage industriel à l'industrie agroalimentaire. C'est le choix au Québec. Et comme j'ai dit, il faut saisir qu'à l'extérieur du Québec, ils sont des simples biens. Donc, le Québec n'opère pas dans un marché seulement au Québec. Le Québec opère dans un marché canadien et le fait que les êtres animaux d'élevage sont des biens a des conséquences sur le comportement, même si le régime ici dit qu'ils sont sentients et capables de ressentir. Le MAPAC, il faut comprendre que quand il y a un constat d'infraction, il y a des éléments de l'infraction. Donc, il faut que le MAPAC puisse faire la preuve de tous les éléments essentiels de l'infraction. Aussi, l'accusé qui va passer devant le tribunal, il faut comprendre qu'il n'est pas obligé de témoigner. Donc, on ne peut pas poser des questions directement à l'éleveur industriel. Il faut que le MAPAC soit en mesure de faire sa preuve. Puis après ça, dans les éléments essentiels de l'infraction, ça devient très compliqué parce qu'il faut prouver et établir quels sont ces éléments-là. Et quand les éléments sont établis par l'industrie lui-même qui fait l'autorégulation, ça devient difficile. Donc, c'est comme dire que nous avons un code de la sécurité routière, puis chaque personne peut décider quelle vitesse est dangereux de rouler sur la route. Mais établir quelle est la limite par laquelle on peut émettre une infraction pour un excès de vitesse, vous voyez comment ça devient compliqué. Vous avez mentionné un peu tantôt, si on revient, mettons, aux règles généralement reconnues. Par exemple, qu'en estrie, il y a une technique que tous les éleveurs de l'estrie s'entendent pour dire de faire comme un traitement à un animal. Mais toute l'estrie s'entend pour dire couper la corne. Là, je dis n'importe quoi, là, mais mettons, si on dit
puis ça, c'est une règle généralement reconnue en Estrie. Est-ce que ça aurait un poids juridique pour dire que, ben, comme tout le monde fait ça ici en Estrie, ben, c'est des règles généralement reconnues? C'est un point valable que vous soulevez parce que quand on parle des pratiques généralement reconnues, on ne sait pas est-ce que c'est dans une des 17 régions au Québec, est-ce que c'est dans la majorité des 17 régions, est-ce que c'est une règle qui est reconnue à travers le Québec? Il n'y a aucun indice dans la loi à ce niveau-là. Maître Morello, il me semble que la société est de plus en plus consciente du bien-être animal et on dirait que c'est une cause que la société championne de plus en plus, mais pourtant les lois semblent pas avancer. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? C'est intéressant parce que dans la loi BESA qui vise les êtres animaux, dans la préambule de la loi, on indique que le bien-être et la sécurité de l'être animal, c'est une préoccupation sociétale et il y a des responsabilités individuelles et collectives. Alors, il faut se poser la question, est-ce que c'est le régime juridique qui est problématique ou est-ce que c'est plutôt son application qui est problématique? Par exemple, dans la loi BESA, la finalité de la loi est indiquée comme étant de fournir, de s'assurer de la sécurité et le bien-être de l'être animal tout au long de sa vie. Puis on emploie le terme garantir. Donc c'est un indice très fort parce que le législateur il peut dire pour favoriser le bien-être et la sécurité ou de optimiser, mais on dit de garantir. Et puis on donne des indices temporels tout au long de sa vie. Donc il y a une règle juridique qui est relativement claire, nette ici, mais comment est-ce que c'est appliqué par l'appareil étatique? Et c'est là où il faut se poser la question, est-ce que c'est un problème de la loi ou est-ce que c'est plutôt une difficulté d'application de la loi? Puis vous en pensez quoi? Est-ce que c'est plus un, plus l'autre? Encore une fois, il faut parler des espèces. Si on parle des êtres animaux, d'élevage industriel, la loi est laconique. Si on parle des êtres animaux domestiqués avec qui nous avons des liens socio-affectifs, la loi reconnaît une assez bonne protection pour lui-même. Si on parle de la faune autorise le trapage ou la mise en mort volontaire par la chasse. Donc, il faut vraiment regarder le traitement juridique et l'espèce en cause. Concernant ce que c'est l'application ou la loi elle-même, je pense que ça dépend de l'espèce. Par exemple, la loi sur la conservation mise en valeur de la faune, ce que je vais appeler la loi sur la faune simplement. Quant à moi, c'est très laconique parce que ça ne concorde pas avec le nouveau statut juridique que l'être animal n'est pas en bien, qu'il est honnête, qu'il est sentient et qu'il a des impératifs biologiques ou des besoins essentiels. Ces mêmes principes-là ne sont pas appliqués à l'égard de l'élevage industriel où on parle des nombres importants, comme j'ai cité tantôt, 500 000 êtres animaux à chaque jour au Québec. Est-ce que c'est l'application? Est-ce que c'est la loi? Il faut voir les espèces et essayer d'analyser où se trouve la problématique. Pour les animaux d'élevage, de ce qu'on discute, la loi semble problématique, justement à cause du flou juridique des règles généralement reconnues. Oui. Par conséquent, c'est impossible d'appliquer une loi sur un principe qui est flou à la base. Oui, c'est bien dit. Il y a des juristes qui diraient qu'il faudrait séparer le droit animalier du droit agricole. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je partage ce point de vue-là. Il faut distinguer ou définir c'est quoi le droit animalier, parce que le droit animalier, ça comprend les êtres animaux domestiques, ça comprend de la faune, ça comprend l'élevage industriel et les êtres animaux exotiques. Mais si on regarde plus précisément la question de l'élevage industriel, je suis d'avis qu'il est problématique d'avoir une industrie qui fait de l'auto-régulation avec un cadre juridique qui n'est pas clair, qui n'a aucune force exécutoire où on peut pas contraindre les éleveurs de se conformer à ces règles-là. Alors, il y a des intérêts économiques qui sont très, très importants d'utiliser les êtres animaux pour générer un bénéfice net ou un profit. Il y a certaines juridictions en Europe, par exemple, qui ont déjà créé 2 ministères ou 2 sections du gouvernement, une pour le bien-être et pour la sécurité, une autre pour l'industrie agroalimentaire. Parce que il y a un conflit d'intérêts inhérent que l'industrie agroalimentaire a vis-à-vis le bien-être et la sécurité, alors que quand on parle des propriétaires ou des gardiens d'un chien ou d'un chat, par exemple, c'est beaucoup plus facile de gérer ces types de situations. Vous avez parlé de séparer les ministères, puis il y a des pays d'Europe qui l'ont fait. Est-ce que vous avez en tête ces pays-là, puis qu'est-ce que ça a changé pour les animaux d'avoir cette séparation-là? Bien, c'est en train d'être examiné dans certains pays et je ne peux pas commenter
basé sur les résultats parce que c'est tout nouveau. Mais ce qui est important, c'est que le législateur reconnaît qu'il y a un conflit d'intérêts inhérent pour une organisation comme le MAPAC qui est responsable pour l'agriculture et pour le bien-être et la sécurité des êtres animaux. Il faut les séparer. Au même type que le Québec a décidé de ramener le volet de l'environnement et l'industrie forestière parce qu'il y a une compréhension qu'on ne peut pas traiter ces deux secteurs de façon individuelle sans qu'il n'y ait pas de discussion entre toutes les parties prenantes. Maître Morello, est-ce que vous pensez que le Québec est bien outillé pour gérer les dossiers de négligence ou de cruauté envers les animaux? Dans un premier temps, il faut faire la distinction entre la cruauté animale qui relève du code criminel et de la maltraitance qui relève principalement de la loi BESA. Si on regarde la cruauté animale et puis son application, on peut dire que c'est relativement limité non seulement au Québec, mais à l'extérieur du Québec, notamment parce qu'il faut prouver l'intention comme un élément essentiel de l'infraction à nuire l'être animal. Donc, il y a très peu de poursuites au niveau de la cruauté animale. Si on voit la question de la maltraitance ou la négligence des êtres animaux, nous avons fait une étude de les types de contraventions dans la mesure du possible qui sont données par les tribunaux. Ce que nous avons vu pendant une période de 2 ans de temps, il y a souvent, dans plusieurs cas, l'amende minimale qui est imposée, qui est souvent 2500 $. Donc, on peut se poser la question, est-ce que l'amende minimale est donnée parce que c'est vraiment des cas mineurs ou est-ce que l'amende minimale est donnée parce que c'est une façon un peu plus expéditive de traiter les dossiers devant les tribunaux qui sont déjà surchargés? Il y a un sous-financement de façon en général, que ce soit pour les êtres animaux ou pour les êtres humains, des tribunaux, ce qui est problématique. Il faut, pour appliquer une loi, avoir les ressources de l'État pour avoir des inspecteurs, des enquêteurs qui vont monter des dossiers. Il faut que les directeurs de poursuite criminelles et pénales ont des ressources pour poursuivre les dossiers devant les tribunaux et les tribunaux ont aussi besoin de ressources nécessaires pour traiter les dossiers. Si on avait à imaginer une refonte complète de la loi entourant les animaux, comment on s'y prendrait, par où on commencerait? Je crois que dans un premier temps, il faut appliquer les lois déjà existantes. Une refonte importante, ça serait de protéger réellement les êtres animaux d'élevage industriel. Sans changer tout le régime, il y a des solutions juridiques qui sont assez accessibles pour le législateur, soit par un amendement, modification à la loi ou passant des règlements. Pour l'industrie d'élevage industriel, maintenant, c'est une question de la volonté du législateur de le faire. Au niveau de la loi sur la faune, je suis d'avis qu'il faut vraiment revoir la loi de façon importante parce que cette loi-là conceptualise la faune comme étant une ressource renouvelable dont il y a beaucoup de biologistes qui ne le conceptualisent pas de cette façon-là. Donc, on peut s'en servir à nos fins. On peut faire la mise en mort volontaire, comme j'ai indiqué, par la chasse, le piégeage ou la pêche, mais ça ne conçoit pas de conserver l'habitat pour l'être animal lui-même. C'est de conserver son environnement pour qu'on puisse continuer de faire les mises en mort volontaires par la chasse. Donc, je pense que cette loi-là doit être revue de façon importante pour mettre l'être animal au centre de la loi, pour reconnaître que l'orignal, par exemple, ou les chevreuils, c'est un être, ils sont pas un bien. Il faut pas qu'ils soient traités comme un bien, qu'ils ont des impératifs biologiques et qu'ils ressentent des choses. Alors que nous avons de ces éléments-là dans la loi BESA, ils sont presque absents dans la quasi-totalité de la loi sur la faune. Et comment on gérerait alors, mettons, les Premières Nations qui n'auraient pas le choix de chasser ou de pêcher, ou ce sont des pratiques ancestrales, comment on gérerait ça légalement?
Bien, c'est pas une situation qui est difficile sur le plan juridique. Il faut créer des exceptions, définir l'étendue des exceptions pour les communautés concernées ou pour les personnes qui font pas partie d'une communauté. Et pour ce qui est des animaux d'élevage, est-ce que la réforme idéaliste serait d'enlever l'article 7 de la loi Besson? Je pense que même l'article 7 pourrait être modifié de façon assez simple. C'est pas un problème juridique de modification de la loi qui devient complexe. Ici, c'est de établir la portée et l'étendue de cette exception dans la loi. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'encadrement juridique avec force exécutoire de ces activités-là. Donc, de décider que le législateur va imposer des limites, il faudrait les définir, il faudrait décider quand est-ce qu'ils vont être appliqués, puis il faut décider quelles sont les sanctions et il faut avoir les ressources pour appliquer l'article 7. Est-ce que alors une chose qu'on pourrait faire qui serait moins visionnaire, mais qui serait assez efficace, c'est de donner force de loi au Code de pratique canadien? C'est une solution parmi tant d'autres. Ça veut dire que si les codes de pratique ne sont pas simplement volontaires, mais obligatoires, et l'État va s'assurer de son application, c'est-à-dire de vérifier au niveau de l'élevage industriel, puis si ces codes-là sont pas respectés, quelles seront les conséquences au niveau des sanctions. Ça va offrir une protection qui est inexistante en ce moment. Est-ce que vous pensez que ces modifications, justement, qu'on parlait un peu plus tôt, de loi vont venir de législateurs ou de pression que feront les citoyennes et les citoyens auprès du gouvernement? Je crois sincèrement que c'est une convergence de plusieurs vecteurs dans la société qui vont amener des changements législatifs qui sont souvent le résultat d'un mouvement et puis d'une compréhension ou d'un consensus dans la société. Alors, je pense que c'est important qu'il y a des juristes qui s'intéressent aux droits animaliers, qu'il y a des facultés de droit comme se fait en ce moment qui s'intéressent à la question, qu'il y a des jugements qui vont réfléchir quant à la portée du droit animalier et de son application, qu'il y a des activistes qui vont continuer à sensibiliser le public. Des médecins vétérinaires, les agronomes ont également un rôle, ainsi que les médias, pour chacune de soulever les enjeux et créer une convergence sociétale. Et à ce moment-là, la loi va codifier quel est cette consensus. Donc, c'est un peu quand tout le monde met leur main à la pâte et travaille ensemble qu'on fait des percées au niveau du droit animal. Ouais, moi, je suis d'avis que c'est pas une vecteur de changement, c'est pas juste les juristes, c'est pas juste les activistes, mais je pense que c'est vraiment, comme j'emploie le mot, convergence, cet amalgame de communication où il y a un consensus qui va émerger de ce travail-là. Il y a également des gens en éthique, des gens au niveau de la philosophie qui réfléchissent à la question. Le droit, l'éthique et le droit animalier ne touchent pas uniquement les êtres animaux, ça touche presque tous les facettes de comment on se voit comme société et de nos rapports. Est-ce qu'on utilise de la fourrure? Est-ce qu'on utilise la peau pour le cuir? Est-ce qu'on les mange? Puis si oui, selon quelles conditions? Est-ce qu'on permet l'élevage des chiens qui ont le nez plat, qui ne peuvent pas respirer? Est-ce qu'on permet le foie gras comme mets de consommation quand on provoque sciemment la maladie? C'est l'ensemble de tous ces facteurs-là qui doivent être examinés et compris par le plus grand nombre de personnes. C'est quoi votre perception des avocats et des avocates qui travaillent pour faire avancer la cause du droit animal au Québec? Mais il y a plusieurs niveaux d'intervention. Il y a des praticiens qui plaident. Il y a des gens dans les universités qui enseignent aux étudiants en droit. Il y a des gens qui publient des articles scientifiques au niveau de la doctrine. Pour moi, le milieu juridique, c'est un levier parmi tant d'autres. Chose certaine, les jeunes de nos jours sont intéressés par la question de l'environnement, par la question du droit animalier, des questions d'éthique qui parfois sont moins préoccupants pour un autre segment de la population des avocats. Ça donne espoir?
pour la Oui, jeunesse, le oui, oui. futur. Oui, oui, absolument, parce que c'est cet intérêt et cette préoccupation qui est sincère, qui va nous amener à continuer à faire évoluer l'éthique et le droit animalier. On parle souvent de détresse physique chez les animaux, qui sont comme des blessures plus concrètes qu'on peut voir, par exemple, mais c'est plus rare qu'on va parler de détresse psychologique. Est-ce que le droit devrait en parler plus? Est-ce que ça inclut la détresse psychologique dans le droit? Pour les êtres animaux domestiqués visés par la loi BESA, à l'exception de l'élevage industriel, il y a un régime juridique qui reconnaît cette notion-là. Par contre, quand on parle de la faune, la loi sur la faune ne reconnaît pas cette souffrance psychologique comme la loi BESA. Donc, encore une fois, on voit que le législateur a conceptualisé deux traitements juridiques très différents. Un pour la faune, où on peut, par exemple, avoir l'attrapage, où l'être animal pourrait tenter de se soustraire d'une trappe en mangeant sa jambe ou en se libérant avec une jambe. Et il y a une souffrance physique, mais aussi psychologique pour l'être animal. Et non seulement pour l'être animal, mais par exemple, dans le cas des loups, c'est toute sa communauté parce qu'il vit en communauté et pas de façon seule, qui sont affectés. C'est à peu près absent au niveau de la faune, alors que pour les êtres animaux domestiqués, à l'exception de l'élevage industriel qui compte le plus grand nombre des êtres animaux, c'est reconnu. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la vaste majorité des animaux au Québec, alors, ne sont pas protégés par la loi BESA? Ben, si on parle de point de vue des nombres des êtres animaux, oui. La majorité des êtres animaux, c'est-à-dire de l'élevage industriel, ne le sont pas. Maître Morello, on est à notre dernière question. Possiblement celle que je trouve la plus importante. Qu'est-ce qui vous motive, vous, à prendre ce combat-là, à prendre la cause animale comme quelque chose que vous portez énormément sur vos épaules? Mais il faut dire que la question des enfants qui ont besoin de protection de leurs parents ou de leurs gardiens me préoccupe. Ça m'a préoccupé beaucoup au début de ma pratique, puis ça continue presque 40 ans plus tard de me préoccuper. Personnes âgées, c'est également une secteur de la population qui me préoccupe. Pourquoi? Parce que c'est des êtres humains qui sont surtout vulnérables, qui n'ont pas toujours une voix et qui peut être sujettis à la mal sous-traitance en silence. Et les êtres animaux, pour moi, parce que la loi les reconnaît comme étant sentients, c'est-à-dire qu'ils peuvent souffrir, sont à part entière dans des situations où ils peuvent souffrir en silence. Alors, si je peux donner une voix juridique à tous ces êtres, que ce soit des êtres humains ou des êtres animaux, qui souffrent en silence, c'est un facteur de motivation pour moi de faire mon travail. Donc, dans le fond, c'est une extension de valeur que vous aviez déjà, la cause animale. Je ne sais pas si je peux dire que c'est une extension des valeurs. C'est vraiment des valeurs profondes pour moi, pour la souffrance, que quand je vois des êtres humains ou êtres animaux qui souffrent, je me sens dans l'obligation d'agir dans la mesure du possible avec mon expérience et avec les outils juridiques à ma disposition pour améliorer la condition, sensibiliser le public et de tenter de rayer à tout le moins une partie de la souffrance de ces populations. Maître Morello, merci énormément pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'était extrêmement intéressant. Merci pour tout votre engagement. Merci pour le travail que fait le DAC. C'est un travail qui est essentiel. Et on est vraiment choyés de pouvoir travailler avec vous pour la cause animale. Merci de l'invitation et à tous les bénévoles à travers le Québec qui travaillent pour l'éthique et le droit animalier.